Omney Abdelbar, jeune architecte, déploie beaucoup d'éléments de la société et les bâtiments considérés monuments historiques. Le patrimoine égyptien est un des soucis d'Omneya. Faisant la connaissance de cette jeune femme d'Égypte, Omneya Abdelbar. Moi, je suis architecte de formation parce que je fais une thèse en histoire. Quand j'ai travaillé la restauration des monuments historiques et je me suis rendu compte que tout au long de mon étude, j'ai rien fait en histoire. Et quand on ne connaît pas l'histoire du bâtiment qu'on travaille, et quand on restaure, il y a vraiment beaucoup de mystères. Et alors je me suis dit, voilà, puisque je vais faire une thèse, je me suis lancée à faire une thèse en histoire du Caire Mamelouk, puisque je travaille surtout sur la vieille ville. Et j'essaie de voir comment la ville a été construite au Moyen-Âge pour pouvoir la sauver maintenant qu'on est au XXIe siècle. Bien, en gros, c'est ce que je fais. Mais ça, disons, ça c'est le travail académique et le travail professionnel. Mais avec un grand nombre d'amis, on a créé un réseau pour le patrimoine égyptien et nous on travaille sur la partie du Caire. Mais on a des gens qui travaillent sur Port Saïd, d'autres qui travaillent sur Alexandrie, sur Mansoura. Pour le moment, on a créé des petits réseaux comme ça et on espère arriver dans d'autres villes de l'Égypte comme à Rosette, à Damiette, à Luxor, à Ménia, j'imagine. Malheureusement, nous, les Kérotes, on est toujours enfermés dans notre ville et on ne connaît pas le reste du pays. Alors c'était bien d'aller découvrir ce qui se passait à Port Saïd. Il y a presque un mois, on est allé faire partie d'une superbe conférence que les Port Saïdiens ont organisée pour la protection de leur patrimoine et pour mettre en valeur leur ville et pour dire aux autres que non, il faut arrêter ces destructions-là parce que c'est un patrimoine exceptionnel. Et dans nos villes égyptiennes, on a un patrimoine architectural exceptionnel qui n'a pas arrêté d'être, on peut même dire, violé les 2 dernières années, surtout après la Révolution, que maintenant il n'y a plus même si la législation peut être claire, mais il n'y a pas de force qui impose à ce qu'on respecte un bâtiment ou l'autre. Par exemple, je vais vous montrer des photos. Pardon. Moi, j'ai travaillé surtout sur les quartiers de Saïda Zeynab et de Darb el-Ahmar. Moi, j'ai travaillé surtout sur les quartiers de Saïda Zeynab et de Darb el-Ahmar. Mais quand on parle du Caire historique, c'est beaucoup d'autres quartiers. C'est Khalifa, c'est Gamaleya, c'est Batneya, c'est Bab el-Sha'ariya, c'est plus ou moins 11 quartiers. Mais on a essayé de se concentrer sur Darb el-Ahmar parce que c'est un quartier qui est un peu retiré, qu'on ne voit pas souvent. Et sauf si on est au parc El-Azhar, on arrive à voir les problèmes majeurs qui sont en train de monter. Maintenant, les tours de Darb el-Ahmar sont encore plus grandes que les minarets de Darb el-Ahmar. Et ça, c'est pour nous qui disons que voilà, c'est la ville des 1000 minarets, n'est-ce pas? Maintenant, c'est la ville des 1000 tours, parce que les tours sont arrivées à dépasser même les minarets de ce quartier. Et on a essayé d'aller frapper aux portes, d'aller parler au chef du district. On est allé voir le gouverneur du Caire pour lui dire « Vous avez un patrimoine mondial » parce qu'il faut savoir que le Caire, on l'a classé en 1979 lors d'une grande campagne effectuée par Madame Jehanne Sadet à l'époque. Et le Caire fut placé patrimoine mondial dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et depuis 1979 jusqu'à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours incapable de mettre un plan compréhensible pour la gestion de cette ville historique. Et malheureusement, même
les gens qui sont censés travailler cette ville, comment dire, des decision makers en anglais, chaque fois on a un gouverneur qui peut, mais la majorité du temps, même les gens autour, ils ne comprennent pas quand on parle du patrimoine architectural. Ils pensent que c'est de l'habitat informel. À l'âge de 3 ans, en fait, mon père était prof à l'université et il partait avec les étudiants à l'Aqsar et Aswan, le fameux voyage de tous les étudiants d'Égypte. Et alors, à l'âge de 3 ans, je suis partie avec lui et je suis rentrée éblouie des pharaons, des monuments, de tout ce qui est ancien et vieux, de tout ce qu'il y a de l'histoire derrière. Et il faut dire que mon père, vraiment, il nous amenait les week-ends ou pendant les vacances à visiter le musée du Caire, à visiter la citadelle, les grandes mosquées de la vieille ville. Je me rappelle aussi le musée de Manial et tout cela. Et je pense que ça a commencé de là parce qu'il nous disait toujours il faut connaître soi pour pouvoir créer quelque chose. Et c'est très important de savoir ce qu'on est comme Égyptien et ce qui nous permet d'être pas différents, mais quand on voyage, il y a toujours les gens nous regardent différemment. Ça, je dois l'avouer. Quand on dit qu'on vient de l'Égypte, c'est pas un pays comme les autres. Les gens commencent à ouvrir les yeux et de se dire « Ah tiens, vous venez chez les pyramides », toujours, c'est la question qu'on nous dit. Mais c'est aussi intéressant de leur montrer que l'Égypte, ce n'est pas simplement la vision qu'on a de la télé et tout cela. Et quand on connaît l'histoire du pays, ça nous permet de... Et je pense que moi, quand je faisais mes études secondaires, je voulais soit faire du graphisme, soit faire de l'architecture. Et bon, à cause de mes notes, j'ai eu des bonnes notes, alors j'ai fait l'archi. Et je me suis dit, tiens, l'architecture c'est intéressant, on peut dessiner et écouter de la musique. Alors tout cela, c'est magnifique. Mais je pense que j'avais toujours quelque chose pour l'histoire. J'aimais bien lire les bouquins qui, je me rappelle, il y a la série de Georges Zeden, les histoires de Salah ad-Din, de Shagarat al-Dor, et des Mamelouks, et après les gens de Muhammad Ali, tout cela. Et c'était mon oncle qui m'avait prêté cette série quand j'avais peut-être 12 ans ou quelque chose comme ça. Et tout cela, j'imagine, ça m'a encouragée à... Puisqu'on a vraiment une histoire exceptionnelle. Notre pays est vieux et très très riche. Enfin, c'est infini, on s'en lasse jamais. Et alors quand j'ai fait l'archi, c'est vrai que bon, c'est bien de faire l'architecture moderne et tout cela, je ne faisais pas vraiment des trucs à la vieille. Mais quand je voulais faire mon master, je suis partie faire un master sur la restauration des villes et des monuments historiques. Et de nouveau, je me suis dit, parce que c'est joli de construire du nouveau dans du vieux aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Et que malheureusement, même si on l'a énormément ici en Égypte, ce qui se passe, c'est qu'on rase toujours le vieux et qu'on construit le nouveau, avec aucun respect sur l'ancien qui a existé avant nous. Mais moi, ça m'a beaucoup encouragée à travailler, à attaquer l'histoire médiévale, surtout de la ville du Caire après. Et quand j'ai fait mon master, au début, je voulais travailler sur Héliopolis. Mais à l'époque, bon, les choses se sont passées que je me suis trouvée à Saïda Zeynab. Et à Saïda Zeynab, il faut dire, c'était, disons, le Zamalek du Moyen-Âge. Parce que tous les grands émirs et les gens qui travaillaient dans l'administration égyptienne, tout le monde essayait de construire une maison ou une mosquée dans
la digue. On appelait ça la digue, c'était la rue qui amenait de la citadelle jusqu'au Nil après. Et c'était là un chemin parcouru par le sultan pendant les grandes parades, etc. Alors en lisant l'histoire, on se rend compte qu'il y a quelque chose de fascinant qui se passait ici et on est dans le lieu même. Je me suis dit, c'était le début, je me suis introduite aux sources surtout, parce qu'on a Makrizi par exemple, c'est un grand écrivain qui a écrit un ouvrage sur ils appelaient ça les khétat. Et en fait, il a décrit la ville du Caire parce qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup de problèmes et il croyait que la ville du Caire qu'on va la perdre, quoi. Et alors il a fait un ouvrage magnifique en décrivant tous les petits quartiers, les vieilles ruelles, les grandes mosquées, les monuments, et aussi en citant ce qui existait avant. Alors, puisque je suis architecte, disons, je ne suis pas historienne, c'était un domaine que je ne connaissais pas. Et petit à petit, quand on travaille cela, les choses commencent à s'éclaircir devant nous. Quand on regarde les quartiers devant nous, on sent l'histoire, on écoute même les gens qui ont passé. Et c'est ça ce qui fait que nos quartiers historiques sont exceptionnels, parce qu'il y a du temps qui a passé par là. Et quand on va dans les nouveaux quartiers, qui peuvent être très 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 beaux maintenant, dans les banlieues du Caire, mais on sent qu'il y a quelque chose quand même qui manque, parce que c'est la dimension humaine qui n'existe pas encore. C'est des quartiers tout neufs qui ont vécu peut-être même pas 10 ans. Et que nous, ici, on a des quartiers, on a des ruelles qui sont là depuis plus de 1000 ans. Enfin, vous pouvez imaginer les gens qui sont passés par là, le travail qui a été effectué, les douleurs même, les guerres qui ont eu lieu, les joies et les festivités. Tout cela fait à ce que ce qu'on a est exceptionnel et à ce qu'on a vraiment besoin de faire de notre mieux pour le travailler. Et alors bon, nous on est quand même un petit domaine, les gens qui travaillent à la restauration, les gens qui travaillent l'histoire de la vieille ville, etc. Mais plus ou moins on se connaît chacun. Et il y a à peu près 4 ans, on s'était dit, tiens voilà, il faut qu'on essaie de réunir tous ces gens-là en un seul groupe. Et on a créé à l'époque un groupe pour l'architecture, ça s'appelle le Cairo Architecture Heritage Group, 2007. On a eu le privilège qu'un des grands historiens architectes de notre temps, un monsieur syrien, Nasser Rabat, était au Caire pour une année. Et je me rappelle, un soir, on était même à Darb el-Ahmar et on lui a dit, Nasser, tu es là, tout le monde te connaît. Est-ce que ça ne vous dit pas de nous donner un coup de main pour réunir tous les professionnels qui travaillent sur la vieille ville du Caire ensemble, en un seul groupe, afin qu'on puisse au moins partager cet amour ensemble. Et Nasser se trouvant à l'époque au sein de, comment on dit ça alors, l'Institut de recherche américain, ils nous ont donné un coup de main pour dire voilà, on vous propose, vous pouvez faire vos réunions dans nos locaux. Et c'est comme ça que le groupe fut créé. Au début, on faisait juste des réunions où chacun présentait son travail. Au début, ce qu'on faisait, c'est que chacun de nous présentait un peu son travail. Parce que c'est vrai qu'on se connaisse, mais chacun travaille tout seul, surtout dans la restauration. Si on ne se visite pas, on ne connaît pas ce qui se passe. Et c'était magnifique de voir comment
chacun travaillait son chantier, surtout, c'était des chantiers de restauration, soit c'était des recherches sur tout ce qui était en fonction de la ville, c'est-à-dire soit des projets de restauration totale, des chantiers de restauration, comme par exemple nos amis à la Rakhine, nous personnellement, un vieux palais à Darb el-Ahmar aussi, le palais Razès, et d'autres gens qui, soit qui étaient en train de faire une thèse sur un projet intéressant lié à la ville, soit qui faisaient un bouquin, comme par exemple on a une dame magnifique américaine qui travaille sur, Karen Williams, qui travaille sur comme des guides de la vieille ville. Elle a, et c'est des bouquins qu'elle met à jour, disons tous les 5-10 ans, un truc comme ça. Alors, on faisait juste des réunions, on n'était pas vraiment besoin de financement parce que c'était juste un projecteur et on présentait notre travail. Mais surtout après la Révolution, on s'est rendu compte que non, il y a un problème. On a commencé, une amie à nous, Yasmine Dorghami, elle a créé un magazine pour le patrimoine égyptien. Et Yasmine, après la Révolution, elle nous a dit il faut absolument qu'on note qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis du patrimoine égyptien lors de ce manque de sécurité qui a eu lieu à l'époque et qui quand même commence jusqu'à nos jours. Et on a commencé par faire une liste, surtout eux, hein. Moi j'ai pas vraiment travaillé, j'ai juste travaillé sur la partie, sur la mosquée Touloun, j'ai rapporté ce qui s'est passé pendant la Révolution, comment la communauté même était venue au secours du monument historique, comment les habitants du quartier se sont sentis responsables. Si de police n'est plus présente, cela ne veut pas dire qu'on laisse notre patrimoine, parce qu'ils ont eu quelqu'un qui a essayé de vandaliser le bâtiment et même de balancer les trucs de feu, là, les molotovs, etc. Et c'était intéressant de voir que les gens du quartier sont sensibles à ce point-là. Et au fur et à mesure, chaque fois qu'on se réunissait, on se demandait, mais est-ce que ce groupe-là, qui est tellement indépendant, qui n'a pas de statut vraiment logistique, est-ce qu'on a besoin soit de créer une ONG ou de créer, on ne sait pas. On est en ce moment dans cette phase-là où on se demande, est-ce qu'on crée vraiment quelque chose, mais vous savez, la législation des ONG au Caire est un peu compliquée et il y a des paroles à ce qu'elle va être, on va la modifier. Alors on attend un peu de voir et on continue notre travail comme on le fait individuellement, mais en même temps dans le sein du groupe. Là, la semaine dernière, on était chez le gouverneur du Caire. On est allé lui parler sur le nombre d'habitations informelles, c'est-à-dire sans permis de construction, sans respect aux réglementations qui se passent surtout à Darb el-Ahmar. Je dois vraiment stresser parce que c'est un très très beau quartier et on est en train de le perdre en ce moment. On a repéré plus de 60 cas d'informalité et de construction qui ont eu lieu. Vous savez, les entrepreneurs viennent des fois attaquer un terrain vague sans savoir qui est propriétaire, commencent à mettre les outils et les matériaux et à commencer à construire leur bâtiment. Et puis après, ils découvrent que ce terrain a des propriétaires. Il leur file quelques sous et c'est tout. Enfin, ce qui se passe en ce moment est calamiteux parce qu'il n'y a aucun respect à l'ensemble architectural de ce beau quartier. La législation ou la réglementation nous dit qu'on a un droit à construire un bâtiment
et 2 étages, 3 étages au maximum. Maintenant, on arrive à 12 étages. 12 étages. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ce bâtiment va s'écrouler sur ces gens-là. Parce que, en fin de compte, il n'y a aucune, comment dire, contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne sait même pas, est-ce que c'est fait selon les normes des constructions? Est-ce que les fondations sont à un niveau qui puisse garantir que les 12 étages vont résister? Je ne sais pas. Mais ceci est notre préoccupation majeure et on essaie de ne pas déprimer énormément, on essaie de continuer la lutte parce que j'ai envie que mon fils qui a 3 ans, qui puisse voir ce beau quartier et qui puisse voir cette vieille ville dans son état. C'est ce qui fait, c'est notre fierté kérode, disons. Parce que le Caire au Moyen-Âge était, disons, le Dubaï de notre temps. Tout le monde venait pour construire au Caire. Tout le monde venait parce que c'était là une stabilité économique, c'était là où on pouvait trouver les fonds pour construire, etc. Et à l'époque, les monuments qui ont été construits sont devenus l'image des monuments traditionnels égyptiens. Même si c'est un monument, si le monument même est vidé de son contexte, il perd toute valeur. Je ne sais pas, on essaye comme ça. Mais vous savez, ce n'est pas que la vieille ville, hein, ce sont des secousses qui arrivent partout dans le pays. Et quand on avait un parlement, et quand le membre, le docteur Amr Hamzaoui a été élu, on est allé lui parler, on lui a dit, vous savez, vous travaillez sur un quartier qui est Héliopolis, très important, est-ce qu'on peut vous donner un coup de main aussi là-dedans? Et on a commencé avec lui, et déjà, lui, il avait une équipe qui a commencé à créer une initiative pour le patrimoine d'Héliopolis. Parce que Héliopolis, si nous voyons, c'était un quartier qui est centenaire maintenant, qui a été construit, oui, par les Belges, mais c'est purement un quartier kérote aussi. C'était une ville à l'époque parce que le baron avait cette vision de créer la ville utopique. Il était venu pour régler des questions de projet parce que c'était lui, lui qui faisait le tram du Caire à l'époque. Mais il s'était dit, tiens, j'ai envie de construire une ville dans le désert. Et c'était une aventure parce que malheureusement même maintenant qu'on est en train de construire ces grandes villes dans le désert, on n'a pas du tout pensé à la logique du baron Ompin à l'époque qui s'était dit, moi si je vais construire une ville dans le désert, je veux la lier avec le centre de la ville. Et il a construit le tram. Voyons, maintenant 6 octobre, ils ont quoi? La ville du 6 octobre, elle a peut-être une dizaine d'années. Il n'y a même pas une ligne de métro qui lie cette ville à la ville-mère, le Caire. Mais il y a 100 ans, j'avais vu même sur le ticket du métro, du tram, on pouvait même avoir accès au cinéma d'Héliopolis. Ben, ça, c'était magnifique. Hein. Et alors, moi, je ne suis pas d'Héliopolis, mais j'aime beaucoup ce quartier. J'ai beaucoup de ma famille qui habite ce quartier. Et on a créé c'était déjà créé, mais on a donné un coup de main. On fait partie maintenant aussi de l'initiative du patrimoine d'Héliopolis. Et on essaie de mobiliser les communautés pour la protection de leur patrimoine. Parce que si ce n'est pas les habitants même qui se rendent compte qu'il y a un problème qui se passe ici, pourquoi est-ce qu'on est en train de protéger? Mais de nouveau, comme dans la vieille ville, ce qui se passe, c'est que les vieilles maisons sont détruites.
À la place, on a des tours odieuses qui se construisent avec, même je ne sais pas comment ça se fait, mais que personne ne se rend compte, mais quand on construit une vieille maison, quand on détruit une vieille maison, qu'on construit une nouvelle, on rase tous les arbres à côté. Alors même l'environnement même est complètement affecté parce que ces petits agents verts disparaissent à jamais et on ne plante jamais. J'ai jamais vu un nouveau bâtiment qui plante autour un seul arbre. Yani, vous savez, c'est une lutte continuelle, ça ne s'arrête jamais. Mais au moins, on a maintenant accès à des réunions au sein du gouvernorat même pour Héliopolis. Et on essaye de faire une liste, par exemple, des maisons qui sont en train d'être vandalisées.